Depuis une trentaine d'années, la Belgique s'est transformée économiquement, socialement, culturellement, mais aussi politiquement. L'État unitaire décentralisé de 1831, qui regroupait sous l'autorité du pouvoir central les provinces et les communes, s'est progressivement transformé en un État fédéral composé de 3 régions et 3 communautés. Pendant que s'organisaient ces mutations internes, un grand mouvement se dessinait également autour de la Belgique. La construction d'une nouvelle physionomie pour notre vieux continent. Depuis lors, chaque jour, de nombreuses occasions s'offrent à nous d'être directement confrontés avec les enjeux d'une construction européenne omniprésente dans notre région et dans notre pays. Est-il donc besoin de souligner combien est importante la participation de notre pays et notre région à ce grand mouvement qui réunit aujourd'hui quelques 400 millions de personnes à travers 15 États membres? La Wallonie a-t-elle son mot à dire dans la prise des décisions européennes et dans leur mise en œuvre? En répondant à ces 2 questions, nous tenterons de comprendre la place que prend l'Europe au cœur de la Wallonie. Mais avant tout, revoyons les actes de naissance de la région wallonne et de l'Europe. Depuis le début des années 70, la Belgique a connu une série de réformes qui l'ont fait passer d'une logique de décentralisation à une logique de fédéralisation. En effet, à côté de l'État, suite aux revendications flamandes et wallonnes, 3 communautés, la communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone, et 3 régions, la région wallonne, la région flamande et la région Bruxelles-Capitale, ont été créées. Des compétences qui, jusque-là, étaient gérées par l'État, leur ont été attribuées. Les communautés sont désormais responsables, par exemple, de l'enseignement, de la culture et de l'aide aux personnes. Les régions qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui ont hérité de compétences à caractère plus économique. Ainsi, au terme des différentes réformes constitutionnelles, les régions sont désormais compétentes pour tout ce qui concerne notre habitat et notre environnement. Par exemple, la politique des déchets, la distribution de l'eau, mais aussi la pêche et la chasse. Elles sont également compétentes pour certaines matières agricoles, comme par exemple la promotion des produits agricoles et horticoles. C'est évidemment la région qui est en charge de la politique économique. C'est elle qui donne l'impulsion ou l'aide utile aux entreprises. C'est elle aussi qui est compétente en matière d'emploi. C'est elle qui gère nos routes, nos transports en commun, y compris les taxis et les aéroports régionaux. Enfin, comme les communautés, elles sont compétentes pour la recherche scientifique dans le cadre de leurs compétences. Comme on le voit, les compétences des régions sont très étendues. En effet, plusieurs matières ont été soustraites à l'État fédéral pour être attribuées aux régions. Dans le même temps où la Belgique se transformait à l'intérieur de ses frontières, une autre série de bouleversements se dessinait à ses portes. La construction de l'Europe communautaire. Le 18 avril 1951, 6 États, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la République fédérale allemande, la France et l'Italie, ont décidé de s'unir pour gérer ensemble leur production de charbon et d'acier. Ils se focalisent sur seulement 2 secteurs, mais 2 secteurs importants dans l'économie de l'immédiate après-guerre et qui, à ce titre, concernaient les Européens au quotidien. Depuis lors, les communautés européennes ont poursuivi leur progression, en diversifiant leurs compétences et en adaptant leurs mécanismes de décision interne à l'occasion de la conclusion des traités de Rome en 1957,
de l'acte unique européen en 1985, du traité de Maastricht en 1992 ou encore du traité d'Amsterdam en 1997. Parallèlement, ils se sont ouverts à de nouveaux partenaires tels que le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark en 1973, la Grèce en 1981, l'Espagne et le Portugal en 1986, n'oublions pas la réunification allemande en 1990, l'Autriche, la Suède et la Finlande en 1995 et probablement d'autres encore demain. Au cours de cette construction européenne, les États ont tenté de répondre ensemble au double défi d'assurer le bien-être de leur population et de coopérer au développement d'autres régions du monde. Pour y parvenir, ils ont décidé de gérer en commun diverses compétences traditionnellement nationales. Plus encore, ils ont décidé de transférer aux autorités européennes le pouvoir d'agir à leur place dans de nombreuses matières, tout en gardant un contrôle vigilant. Les États confient une partie de leurs compétences à un ensemble supérieur, l'Europe. Et pourtant, ce sont des compétences qui sont très très proches de la vie des gens, qui concernent la santé, l'environnement, les transports. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe? Écoutez, je ne crois pas, au contraire même. Je pense que dès l'origine, la volonté des fondateurs de l'Europe communautaire, autant que des responsables nationaux, a été de trouver le moyen de répondre de la manière la plus efficace possible à des sollicitations de la vie quotidienne, à des choses qui concernaient les gens tous les jours dans leur vie. Pour les concernés par la construction européenne? Pour les concernés par la construction européenne, pour qu'ils comprennent que véritablement, il ne s'agissait pas là d'une construction désincarnée, d'une œuvre de politique dans leur tour d'ivoire, mais qu'il s'agissait véritablement d'une action qui était en prise sur la vie de tous les jours, sur les impératifs aussi bien des entreprises que des personnes, des familles, que sais-je encore. Et donc c'est vraiment cette volonté-là qui a primé dès le départ. Bien plus, de nombreuses compétences aujourd'hui régionales sont également des matières que l'Union européenne est appelée à traiter. Voyez plutôt. Pour tant de compétences communes, est-il donc besoin de souligner combien la participation de notre région à ce grand mouvement européen est importante? Autrement dit, il faut se parler. Mais comment cette participation de notre région se concrétise-t-elle? Imaginons le modèle institutionnel européen établi par les traités de base sous la forme d'un grand jeu de société. Retenons 5 organes qui interviennent dans le processus de décision européen. La Commission européenne. Indépendante des intérêts nationaux, la Commission européenne est aussi le fer de lance de l'action européenne. Elle siège à Bruxelles et compte 20 membres. C'est elle qui établit les propositions de règlements et de directives et elle veille au respect du droit européen. Le Conseil de l'Union européenne. Le Conseil est l'organe de décision le plus puissant. Il regroupe un ministre par État. Longtemps, seuls les membres des gouvernements centraux y étaient admis. Désormais, les ministres régionaux peuvent également y siéger à la condition de représenter l'ensemble de leur État d'origine.
Le Parlement européen. Élu au suffrage universel, le Parlement compte aujourd'hui 626 membres, dont 25 Belges. Il ne dispose pas des mêmes pouvoirs qu'un Parlement national, mais il est en mesure d'influer efficacement sur la prise de décision européenne. Dans de nombreux cas, son point de vue doit d'ailleurs obligatoirement être pris en compte par la Commission et le Conseil. Le Comité économique et social. Les 222 membres du Comité économique et social sont appelés à rendre des avis à la Commission ou au Conseil dans les matières qui relèvent de la compétence de ce comité. Le Comité des régions. Le Comité des régions est composé du même nombre de membres et dispose également d'une compétence consultative. Il doit agir en pleine indépendance et dans l'intérêt général de la communauté, tout y en apportant la sensibilité régionale. À présent, retraçons le cheminement parcouru par une initiative européenne. Afin de favoriser la croissance de l'emploi, par exemple, la Commission propose d'harmoniser les politiques nationales. Il lui revient donc de transmettre une proposition au Conseil. Cette proposition est transmise par le Conseil vers le Parlement européen et les deux comités, le Comité économique et social et le Comité des régions. Dans le même temps, une copie est transmise par le représentant belge aux institutions parlementaires fédérales et régionales. Chaque région a ainsi la possibilité de faire valoir son point de vue sur l'emploi avant que la Belgique n'arrête définitivement la position qu'elle défendra au sein du Conseil de l'Union. Les autres organes, Parlement européen et Comité, donnent également leur avis. La Commission transmet alors au Conseil une proposition. Ensuite, la décision modifiée en tenant compte de ces différents avis sera définitivement adoptée au sein du Conseil de l'Union. La décision prise, chaque État doit veiller à son exécution correcte. La Commission et en cas de problème, la Cour de justice ont pour mission de veiller à cette bonne exécution. Qui dit droit dit obligation. Si une décision européenne n'est pas bien appliquée chez nous, que va-t-il se passer? Eh bien, en fait, les traités de Rome prévoient cette situation. Si un État se trouve en défaut d'exécuter une décision européenne, et peu importe qui au niveau de cet État, qu'il s'agisse d'une administration nationale ou dans le cadre d'un État fédéral, d'une administration d'une entité fédérée, la région wallonne si vous voulez, eh bien, dans ce cas-là, il est prévu que la Commission, qui est la gardienne des traités, puisse agir devant la Cour de justice des communautés européennes à Luxembourg pour demander à l'État de rendre des comptes. Ce qui se passe dans une hypothèse telle que celle-là, c'est que l'État belge va dire à la région qui est en défaut de s'exécuter « on me demande des comptes, eh bien moi je vous demande de m'aider dans ce processus et de m'aider à rendre ces comptes ». Alors ça peut avoir des conséquences diverses. Par exemple, qu'à un moment donné, l'État invite la région en faute à l'accompagner dans sa défense devant les autorités européennes. Et si rien n'aboutit, s'il y a un blocage au niveau de la région, il pourra y avoir alors des mécanismes de contrainte. Parce que ce qui se passe, c'est que depuis le traité de Maastricht, un État, en défaut de s'exécuter, peut être condamné au paiement d'une amende ou d'une astreinte par les autorités européennes. Et donc là, il y a des mécanismes de contrainte et de sanctions qui sont possibles. Soit une substitution temporaire de l'État, disons, dans l'action normale d'une région, soit même, le cas échéant, une retenue de ristourne d'impôts. La région wallonne n'est donc pas sans responsabilité dans le concert européen. Mais voyons maintenant comment, sur le terrain, se sont déroulés les échanges entre notre région et l'Europe. Tour d'horizon à Liège, à Thuit et dans le Tournaisis.
Vous êtes ici à Technifutur Productique. C'est un centre de formation et de conseil aux nouveaux métiers de la mécanique. Il s'agit à la fois d'accueillir des actifs, des gens qui travaillent, qui viennent intégrer les progrès techniques, mais aussi de réenchanter les métiers traditionnels en montrant aux plus jeunes quelles possibilités, quels débouchés existent dans nos secteurs. Donc vous vous adressez à des gens qui sortent de l'école, mais à des stagiaires d'entreprise. Essentiellement, 90% de notre public, ce sont des gens qui travaillent, et les 10%, ce sont des demandeurs d'emploi. Nous sommes les fils de l'objectif 2. À l'évidence, depuis cette décennie, nos actions de formation n'auraient jamais pu prendre l'ampleur qu'elles ont prise sans les aides européennes. Mais l'Europe, elle a pour nous, elle a eu pour nous 3 conséquences. La première, c'est qu'elle nous a obligés à nous organiser. Pour accueillir ces fonds, nous avons dû réfléchir à la région liégeoise, à son développement, à l'offre de formation. Patrons et syndicats ont dû accorder leur violon. C'était la première pièce du puzzle. Nous avons ensuite essayé de fédérer tous les intérêts des entreprises du secteur des fabrications métalliques, mais aussi nous allier avec l'autre puissant secteur liégeois, la sidérurgie. Et enfin, faire un pas de plus vers le Forum et les autres opérateurs de formation, notamment l'université. Vous êtes d'ailleurs ici à l'Université de Liège. Et ça, c'est le premier bienfait, j'allais dire, de cette proposition européenne. Le deuxième avantage, évidemment, il est monétaire. Nous avions des ressources, ce sont des ressources qui étaient dégagées par des accords collectifs, sectoriels, interprofessionnels, dans le secteur des fabrications métalliques, mais aussi de la sidérurgie. Nous étions promis, partenaires sociaux, de consacrer de l'argent pour la formation et l'emploi et des actifs et, dit-on, des publics à risque, des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un boulot. En fait, j'ai commencé ici pour aller dans une entreprise et maintenant, l'entreprise m'envoie ici une semaine sur 2 pour pouvoir acquérir plus de connaissances, quoi. Et vous faites quoi dans cette entreprise? En fait, je suis outilleur, je conçois de l'outillage de presse. Je travaille surtout sur des commandes numériques et des fraiseuses conventionnelles. Et on me donne aussi un apprentissage en métrologie, donc, qui consiste aussi à apprendre la 3D. Et c'est quand même un domaine assez vaste où on a quand même plusieurs apprentissages, quoi. Donc vous devez régulièrement vous former? Oui. Donc il nous reste encore 6 mois à faire ici. Ça fait déjà 2 ans que nous sommes en formation. Et logiquement, notre entreprise, après nous avoir formés ici, nous engagerait par après, quoi. Ces moyens-là, nous avons réussi à les utiliser comme effet de levier pour aller au niveau européen, au Fonds social européen, accueillir d'autres ressources, doubler la mise. Par ailleurs, pour les investissements, c'est le Fonds de développement régional qui nous aide et c'est la région wallonne qui apporte là la contrepartie publique. Mais l'Europe peut nous aider aussi, et nous a aidés dans un troisième sens. C'est qu'elle nous a obligés à ces contacts transnationaux. C'est qu'elle nous a fait découvrir, ou mieux connaître en tout cas, comment on fait la formation en Allemagne, comment on fait de l'apprentissage et de l'alternance dans d'autres pays. Ce que les Français, en matière de développement des compétences, de mesure des capacités, ont pu mettre au point. Bref, ça nous a donné une culture internationale que nous n'avions pas jusque-là. 5 novembre 77, après 6 semaines de dures négociations, les travailleurs acceptent l'accord social, la prépension à 55 ans et le maintien de leur salaire pendant 3 ans. Le glas vient de sonner pour l'usine d'Attu. Elle avait tout juste 105 ans. La fin de la sidérurgie a fait mal, très mal. À l'annonce de la nouvelle, certains ont même mis fin à leur jour. Ici, on était sidérurgiste de père en fils. Pourtant, ce n'était pas une surprise. La mort de l'usine d'Attu était annoncée. Attu se meurt. Le sort des sites frontaliers français et luxembourgeois n'est guère enviable. Cependant, syndicats et hommes politiques du cru vont progressivement imaginer de faire de ces 3 cul-de-sac un carrefour européen. Le PED, Pôle européen de développement, va naître. C'est d'abord les milieux syndicaux, c'est ensuite les milieux politiques sensibilisés qui ont fait le relais vis-à-vis des institutions dans chacun des pays. Mais il faut dire que les hommes qui étaient sensibilisés au départ, c'était des leaders politiques dans leurs régions respectives ou dans leur État respectif. Et Jacques Santerre, Juncker, Nothomb, Michel, Olivier, Jean-Maurice Dehousse qui est venu renforcer et donner l'impulsion finale à l'opération. Donc c'était les leaders qui comptaient
Aujourd'hui, 500 hectares du parc international d'activités sont viabilisés au profit de grandes plateformes à vocation industrielle. Quelques 6000 emplois nouveaux sont créés à ce jour pour plus de 60 projets d'implantation ou d'extension d'entreprises. Mais quel fut le rôle de la région wallonne? La région va très rapidement non seulement s'associer, mais apporter son soutien complet, politique et financier au projet du pôle européen de développement. Cependant, nous sommes dans une époque de développement de la région, de ses institutions. Elle est encore toute neuve, toute récente, la région. La majorité des compétences qui vont être appliquées ici, mises en œuvre ici, pour la reconversion, à 80%, sont des compétences régionales, donc déjà dévolues par la loi du 8 août 1980. Cependant, avec des ressources budgétaires relativement limitées, ce qui impliquera le soutien européen. Dans le même temps, au niveau européen, nous sortons de l'europessimisme et il n'y a pas encore véritablement de politique structurelle en termes de développement régional. Tout ça va donc se fabriquer. Nous sommes dans une véritable période de construction institutionnelle, mais aussi de politique structurelle européenne. Donc ici, on voit l'Europe discuter directement avec la Wallonie. Alors, pas tout à fait tout de suite. D'abord, nous allons élaborer en commun avec nos partenaires français et grand-ducaux un programme qui rentre dans les politiques régionales de l'époque, je le répète, qui ne sont pas encore très élaborées. Et ensuite, il y aura une négociation directe avec la Commission européenne. Je vous rappelle également que le commissaire Varfis va assister aussi à la signature de cet accord tripartite, considérant que c'est une première au niveau européen. D'ailleurs, Jacques Delors ne manquera pas de dire qu'ici, on est en train de bâtir en 1985 le laboratoire de l'Europe sans frontières. Quand vous savez qu'il faut attendre l'Europe 92 pour qu'il y ait le grand marché unique, considérez qu'il y a déjà une certaine anticipation. Au pays des collines, dans le Tournaisis, pas moins de 24 villages sont associés pour la création et la valorisation d'un parc naturel. En quoi est-ce un parc naturel, le pays des collines? En fait, vous devez faire une distinction entre ce qui est une réserve naturelle, comme le Zuid par exemple, où tout est consacré à la nature, tandis qu'un parc naturel, par contre, là, on laisse l'activité humaine en place, et justement, on essaie d'avoir une cohabitation entre l'activité humaine et l'environnement. On a déjà une transformation, notamment dans le domaine de l'agriculture, où, grâce au parc naturel, on a mis en place une cellule technique qui s'occupe des mesures agro-environnementales, donc qui propose à toute une série d'agriculteurs de diversifier leur production. En fait, diversification veut dire aussi la bioagriculture ou des choses de cet ordre-là. Parce qu'on se rend compte, et ça c'est un phénomène qui traverse toute l'Europe, c'est que l'agriculture traditionnelle est en perte de vitesse. Et donc ici, on a justement une possibilité de diversifier grâce à un parc naturel. Si vous faites tout ça, c'est que vous avez quand même un projet. Quel est ce projet, plus globalement? Le projet, en fait, c'est lié évidemment au développement global du parc naturel. Global, ça veut dire que dans quelques années, mais même à bref échéance, dans 1 an, 2 ans, on recevra toute une série de personnes. On estime à plus ou moins 200 000 touristes qui pourraient venir donc dans 1 an. Donc il faudra les accueillir, il faudra créer des produits novateurs. Et pour cela, on met en place toute une série, notamment de formations, pour avoir cette dynamique au niveau du parc naturel. Eh bien, à ce moment-ci, comme vous le voyez, nous participons à un groupe de travail sur une formation. Le parc naturel s'inscrit dans une stratégie de développement touristique et il faut prévoir l'arrivée des visiteurs. Il faut donc prévoir des compétences, des guides, animateurs des collines qui soient capables d'accueillir ces visiteurs. Nous mettons les compétences du Forum et d'autres institutions de formation au service des opérateurs de terrain et du parc naturel. Ici, vous avez l'exemple d'une collectivité locale qui parvient à inscrire son projet dans des programmes européens parce qu'ils ont investi dans la durée et que c'est tout à fait cohérent pour eux de saisir des opportunités au passage. Quel programme européen? Vous voulez le dire au passage? Ici, pour l'exemple, il y a essentiellement l'objectif 1 qui a permis des investissements très importants. Et combien puis, sur le Hainaut? Le Hainaut, c'est 100 milliards en 6 ans globalement. Et ici? Ici, c'est des dizaines de millions, ça c'est clair, pour l'ensemble de la région, mais aussi avec des retombées qui sont prévues, par exemple, pour le développement touristique de la zone IDETA. On prévoit 1100 emplois selon la stratégie qui a été mise en place, notamment par l'IDETA.
Est-ce que les critères imposés par les communautés européennes pour vous aider respectent l'identité locale et le projet dans ce qu'il a de naturel et de local? Moi, j'aurais une réponse nuancée. D'une part, c'est vrai qu'il y a des opportunités, mais il faut avoir déjà avant une stratégie de territoire pour pouvoir prendre ces opportunités et les rentabiliser au mieux. Ça veut dire Sinon, quoi, ça, une stratégie ça veut dire, de territoire? je pense que ça veut dire qu'il faut avoir des objectifs clairs et partagés. Et qu'on ne part pas dans des stratégies uniquement sur base de dossiers techniques, d'experts, s'il n'y a pas la population derrière. Ainsi, les exemples du rayonnement européen dans nos régions et dans notre pays sont bien réels et demain sans doute plus nombreux. Mais dans cette logique, les États membres ne perdent-ils pas une bonne partie de leur souveraineté ? Je ne sais pas s'ils perdent véritablement une partie de leur souveraineté. Il me semble essentiellement qu'il s'agit d'une forme de recomposition, peut-être un peu nouvelle, de la souveraineté. Là où les États étaient autrefois capables d'agir seuls, il n'est pas certain qu'ils soient capables de le faire correctement aujourd'hui. Par contre, tous ensemble, au niveau de l'Union européenne, ils disposent d'un pouvoir d'action bien supérieur. Et je crois que là, il y a une notion intéressante, une notion nouvelle à développer. Un petit exemple? Bon, par exemple, dans le secteur de l'environnement, peut-on imaginer qu'un État puisse aujourd'hui gérer seul la question de la pollution atmosphérique transfrontière? Ou dans le domaine de la santé publique, la crise de la vache folle a montré qu'il n'est pas possible qu'un État puisse, à lui seul, prendre en compte l'ensemble d'une problématique telle que celle-là. Par contre, gérer sur l'ensemble du niveau européen, effectivement, l'efficacité peut à terme paraître plus importante.